Un mois et 2 semaines après, la rentrée n'est toujours pas effective dans les écoles primaires. Et lors de la dernière plénière à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement a parlé pour la première fois d'un risque sérieux d'une année blanche ici en République démocratique du Congo. Alors, les enseignants et la qualité de l'enseignement ont-ils été sacrifiés à l'autel de la gratuité? L'enseignement a-t-il été sacrifié et l'enseignant est-il le sacrifié de la gratuité? Nous parlons de ce sujet avec notre invité qui n'est autre que Henri Longenja. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors vous êtes vice-président et porte-parole adjoint de l'intersyndicat de l'éducation nationale et secrétaire exécutif du collectif 24. Et je tiens à dire aux téléspectateurs que si on a le temps, c'est vrai, on essaiera également d'aborder la problématique de la liberté de la presse et de l'accès à l'information ici en République démocratique du Congo. Mais notre premier sujet ici s'agit de la grève des enseignants. On aimerait d'abord, dans un premier temps, connaître le tableau. Qu'est-ce qui se passe depuis le 3 septembre dernier, le jour de la rentrée scolaire ici en République démocratique? Bon, je pense, madame, ce qui se passe, c'est que depuis beaucoup d'années, l'enseignant voit sa situation ne pas s'améliorer. Et lorsque je parle d'enseignant ici, il s'agit aussi même de l'inspecteur, qui est le policier administratif de l'éducation nationale. Donc, à un certain moment, ils ont dit trop c'est trop, donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et nous sommes allés à Bibois, et au niveau de Bibois, il y a un accord. Il y a des accords entre les bancs syndicales et le gouvernement de la République. Il y avait plusieurs représentants, il y avait la présidence était représentée, la primature était représentée, les budgets finances et la fonction publique d'ailleurs qui chapeautait tout cela et notre propre ministère de l'Éducation nationale. Alors, à l'issue de ces accords, contrairement à d'autres accords ou d'autres assises, parce qu'il y en a eu tant, Boudi, Bembuela, Venise, Wianoa, par-ci, par-là, où des fois, le gouvernement ne promet que d'ajouter un 10 000 francs, un 20 000 francs pour ne pas le faire. Mais cette fois-ci, le gouvernement dit, OK, j'ajoute 100 000. Mais dans les 100 000 là par personne, je vais faire en deux tranches. 50 000 avant la rentrée et 50 000 autres après le contrôle. Parce qu'il faut avouer que pour les gouvernements, et là aussi nous sommes d'accord avec ça, les fichiers de paye des enseignants qui détiennent la DINACOPE, le gouvernement n'a pas confiance à ça. Le budget comme finance et comme la fonction publique n'ont pas confiance. Mais c'est un problème récurrent. Chaque année, ça revient. Chaque année, ça revient toujours, c'est ça. C'est comme ça qu'à un certain moment, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique a dit l'expérience que j'ai vécue au niveau de la fonction publique, avec le contrôle biométrique, avec des cartes et ainsi de suite, ça a fait ramener au trésor public beaucoup d'argent qui se volatilisait avec des doublons, avec des fictifs et ainsi de suite, et que je parie que si on les fait autant au niveau de l'éducation nationale, parce que maintenant on parle de 700 000 ou 800 000 enseignants, alors, mais si on arrive sur les 800 000 enseignants et qu'on retrouve qu'il n'y a que 500 000 ou 600 000 par exemple, l'argent que le gouvernement dépense pour les 200 ou 300 autres, on peut le redistribuer au niveau des enseignants pour essayer de rehausser quelque chose. Non, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Il est ministre, il est au gouvernement depuis un bon bout de temps. Bon, effectivement, il faut avouer que ces genres de contrôle, tout dépend aussi du gouvernement. Parce qu'à l'époque du gouvernement Saba, je prends notre cas, je suis en même temps inspecteur principal, nous avons commencé les contrôles des dossiers. Parce que le problème qui se pose, ce n'est pas seulement la question des effectifs, mais ici, je pense qu'on va parler de la qualité. La qualité aussi dépend de la qualité de la personne qui enseigne. Oui. Alors, si vous avez un fausseur qui vient enseigner, ça veut dire que celui-là va
transmettre aux enfants des bêtises. Alors, à un certain moment, au niveau de l'inspection générale de l'éducation nationale, à l'époque, inspection générale de l'EPST, nous avons commencé une mission de contrôler les dossiers de tout un chacun qui œuvre au niveau de notre sous-secteur, en commençant par le secrétaire général jusqu'à l'huissier de l'école. Et ça aboutit à quoi? Mais à un certain moment, lorsque nous avons commencé seulement avec les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa, on a trouvé pas mal de faussaires. Directement une décision politique et le ministre depuis les États-Unis dit non. Là, on parle de quel ministre? Le ministre sortant, Tony Mwaba. Il dit non, stoppez-moi cette mission parce qu'on a commencé à trouver tout un directeur, mais faussaire, avec un diplôme, un faux diplôme, et vous retracez son cursus. Il n'a jamais suivi un bon cursus et ça a voulu éclabousser tout, alors que c'était des fils maison proches du ministre. Le ministre était obligé de stopper cette mission. Donc, ça veut dire quoi? À un certain moment, les 2 ministres, c'est comme si la fonction publique et l'EPST, le courant ne passait pas vraiment bien. Alors, du coup, ça retardait, ça mis en mer. Certaines choses. Alors, on revient, on va parler de la qualité. On revient parce qu'on on aimerait être pédagogique comme on parle de l'enseignement. On parlait de 100 000 francs, donc 50 000 qui devaient être reversés avant la rentrée. Est-ce que ça a été fait? Ça a été fait et tous les enseignants ont eu ça, sauf il y a un petit souci là où l'IFOB, mais c'est l'ancien Caritas, est en train de payer dans ces coins-là, vers Sidou-Bangui, Maïndombe, tout ça. Il n'y a pas de banque ou quoi? Il n'y a pas de banque, c'est l'IFOB qui paye, mais il y a un petit souci, l'IFOB ne paye pas comme il se doit. Au moment où nous parlons, parmi les causes de la grève, je pense qu'on va arriver, c'est entre autres la question de l'IFOB. Et il y a des enseignants payés par l'IFOB qui ont fait 2 mois impayés parce que l'IFOB a un déficit de presque de 22 milliards de francs congolais, alors que le gouvernement a versé l'argent à l'IFOB. Et donc, tout ça, ça pose problème. Mais en dehors des endroits où l'IFOB est en train de payer, partout, les gens ont touché. Et pour le mois d'août, c'était déjà payé. Le mois de septembre, c'est en train d'être payé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il restait la seconde partie. Les 50 000 francs, autres, c'était à payer quand? Après les contrôles. Il faut qu'on initie ces contrôles-là et je pense qu'incessamment, ces contrôles seront lancés. Et il y a des gens qui vont descendre dans chaque école, dans chaque bureau, partout. Il y a même les bureaux gestionnaires de l'éducation nationale pour contrôler et savoir qui travaille réellement et dégager les fictifs, dégager les doublons et en même temps profiter de l'occasion, contrôler les dossiers. On vient, on dit, Madame Élisée, on vous trouve, vous n'êtes pas fictif, vous donnez cours, mais on doit regarder vos documents. Si vous avez des faux documents et un faux diplôme, on vous met aussi de côté. C'est aussi une manière aussi d'écarter aussi les gens qui ne valent pas dans notre sous-secteur, parce que c'est un sous-secteur purement intellectuel et qu'on ne peut pas s'hasarder à placer n'importe qui. Alors, qu'est-ce qui se passe alors, puisque le gouvernement semble s'être acquitté de sa promesse, celle de vous reverser le premier 50 000 francs, ça a été fait. Pourquoi vous êtes en grève? Bon, effectivement, cette grève-là, d'ailleurs, je dois dire que nous, au niveau de l'intersyndicale, nous n'avons pas décrété la grève. Mais la grève, à un certain moment, ça a été décrété par les provinciaux de certains syndicats. Malheureusement, ces provinciaux, je peux dire que c'est le gouvernement lui-même qui est à la base. Parce que dans les normes syndicales, on doit traiter avec les nationaux. S'il faut inviter quelqu'un de l'intérieur, les membres des syndicats, il faut passer par son responsable national. Mais depuis un certain temps, depuis le ministre passé et que maintenant ça continue, ils ont commencé... citer son nom, hein, les ministres passés, il y en a tellement. Oui, c'est-à-dire que le ministre est Tony Mwaba, et puis même maintenant ça continue. Ils ont commencé à inviter certains provinciaux, surtout de l'Est, sans le consentement de leurs leaders syndicaux. Alors ceux-là se sont sentis valorisés au même titre que leurs nationaux et ils sont fous maintenant de la volonté de leurs nationaux et ils décrètent des grèves par-ci par-là. Il faut avouer qu'au niveau national,
cette grève qui a été décrétée par les enseignants, ça a été une grève sauvage parce que ça n'a pas respecté les normes telles que l'OIT est en train d'éditer en matière de grève. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne veut pas dire que la raison pour laquelle ces grèves sont décrétées ne sont pas fondées. Quelles sont ces raisons, Ce sont des raisons nobles. Les raisons sont multiples, madame. Il y a d'abord l'enseignant réclame que son salaire soit rehaussé à $500 ou soit à 1 500 000 francs congolais le mois. Peu importe l'enseignant du primaire, un enseignant du primaire. C'est vraiment la base. Malheureusement, c'est indécis, ça commence quand même par ça et on remonte jusqu'au directeur, ainsi de suite. C'est trop demandé. Vous passez de 250 000 à 500. Et effectivement, c'est ce que nous avons pensé, même dire aux enseignants que demander 500 000, il faut être réaliste. $500. Il faut être réaliste parce que, vous savez, madame, les enseignants constituent les 2/3 des fonctionnaires de l'État congolais. Donc, vous prenez tous les fonctionnaires de l'État congolais, les enseignants seulement constituent les 2/3. Donc, ce qui veut dire que la masse salariale, plus aussi des injonctions qu'on a, FMI, Banque mondiale, qui sont, je dirais, trop regardants en matière de la rémunération, qui sont en train de plafonner les choses. Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Mais on s'est dit, l'essentiel, c'est quoi? De commencer. De commencer comme le gouvernement, c'est la première fois que le gouvernement puisse promettre 50 000 depuis qu'on a commencé des négociations et payer ces 50 000. Mais toutefois, le gouvernement ne promettait que 10 000, 20 000, mais pour ne pas les donner. Mais cette fois-ci, il a promis 50 000 comme première tranche et il a donné. Et ça continue à être payé. Il a fait preuve de bonne foi. Exact. Et puis, lors de ces assises aussi, il était convenu qu'on mette en place une commission interinstitutionnelle. Parce que le chef de l'État avait demandé qu'il y ait un dialogue permanent pour permettre à ce que les problèmes de l'éducation qui touchent la vie de l'enfant congolais puissent être traités à tout moment, au lieu d'attendre des assises, aller à Bibois, aller à Mbouela, et ainsi de suite. Et cette commission permanente, le gouvernement a mis en place. C'est lundi, il y a la signature de la commission interministérielle instituant cette commission pour que cette commission qui sera composée des délégués de la présidence, primatures, fonction publique, finances, budget, éducation nationale et les syndicalistes puissent de temps en temps, chaque mois, au lieu d'attendre qu'il y ait des problèmes, se réunir et commencer à résoudre des problèmes, dont entre autres la question du statut particulier de l'enseignant, parce qu'au moment où nous parlons, l'enseignant est considéré en République démocratique du Congo comme un journalier. C'est pas bien que nous disons que ça constitue les 2/3 des fonctionnaires, mais il est construit comme un journalier. Donc c'est un vagabond. Aujourd'hui, quitte l'école, il abandonne le salaire. Le salaire n'appartient pas à l'enseignant, ça appartient à l'école X. Et que celui qui vient le remplacer doit hériter ce salaire. Et lui, s'il est muté ailleurs et qu'il n'y a pas de salaire là, il n'aura pas un salaire. Et en plus de ça, il continue à effectuer une carrière plane et que s'il était recruté comme attaché de bureau, par exemple, de première classe, c'est-à-dire licencié, et après autant d'années, il reste toujours attaché de bureau de première classe. Alors on a dit non, ça ne peut pas aller ainsi. Il faudrait qu'on change les statuts des enseignants pour que les enseignants soient pris en compte. Et d'abord, les numéros matricules de la fonction publique, parce que jusque-là, l'enseignant, nous n'avons pas de numéros matricules, on a des identifiants COP. Et en plus de cela, que l'enseignant puisse avoir une carrière hiérarchisée et il donne cours, mais il peut devenir directeur. Mais est-ce que tout cela, toutes ces revendications, au-delà par exemple du salaire, on pourra en parler, méritaient une grève aussi sèche et aussi longue? Bon, cette grève, il y a plusieurs raisons. Pour ceux qui l'ont décrété, il y a plusieurs raisons. Je parle d'abord du côté des enseignants.
comme je vous disais tout à l'heure, si vous allez à Sidou Bangui, Mendombe... Donc, il y a la problématique de l'IFOP. La grève, ça, c'est à cause de l'IFOP. Okay. Parce que comment les gens vont reprendre alors qu'ils ont fait 2-3 mois impayés? Ils réclament leur salaire. C'est au gouvernement de montrer sa force pour imposer à l'IFOP de payer. Au cas contraire, le gouvernement doit trouver les palliatifs pour payer ces gens-là. Parce qu'ils se disent, mais nous travaillons. Et les enseignants et les inspecteurs de ces points-là, qui connaissent des retards, se disent que trop, c'est trop. Ce n'est pas nous qui avons engagé l'IFOP, signé un contrat avec Caritas, c'est le gouvernement. C'est comme ça qu'ils réclament ses partenaires. Autre raison. Deuxième raison, il y a une catégorie de gens qui pensent qu'il faut payer $500 ou soit 1,5 million ou rien. C'est cette catégorie-là que nous disons, soyons réalistes. Avec la situation de nos finances publiques, on ne peut pas se dire que le gouvernement est capable de payer $500. À moins qu'on puisse vraiment assainir les finances publiques pour espérer à cela. Mais connaissant avec le coulage des recettes, des millions qui sont volés par-ci, par-là, de tout. Donc vous demandez aux enseignants de se sacrifier. Non, pas. De faire des efforts que certains ne font pas. Non, pas cela. Parce que moi-même, je suis concerné. Oui. D'où la raison, certains qui nous suivent peuvent s'étonner de dire, de voir qu'un enseignant... Mais le grand problème, c'est quoi? Nous disons, les $500, d'ailleurs, c'est peu. Actuellement, à Kinshasa, ça peut être un début. Si on vous paye $500, la maison, vous êtes directeur, vous devez louer une maison. Ça ne suffit même pas pour louer même une maison digne d'un directeur, tout ça. Donc, raison de plus pour être d'accord avec ces enseignants-là. On n'est pas parfaitement d'accord, mais seulement que nous disons, nous allons progressivement. Mais l'étape pour nous, même au niveau de l'intersyndical, que le ministre ou le gouvernement doit aller au-delà de $500. On doit arriver à ça. Mais nous allons progressivement. Alors, actuellement, l'enseignant est payé combien? Actuellement, il y a aussi parmi des raisons aussi de grève que je pouvais aussi citer, c'est cette question des zones salariales. L'enseignant de Kinshasa est payé à 400 000 francs. Bon, comme on vient d'ajouter les 50 000. 450 000. Alors, soudain, l'économie est fortement dollarisée. En dollars, ça fait combien? En dollars, 450 000, je pense que c'est dans les 180? Non, ça ne peut pas arriver 180 parce que $200, vous êtes déjà près de 600 000. Oui. Alors, maintenant, 450, je pense qu'on nage dans les 150, 160 dollars à Kinshasa. Mais ceux de l'intérieur touchaient 240 000, plus les 50 000, maintenant ils sont à 290, ce qui fait pratiquement $100. Mais il y a des coins où ils n'ont pas encore touché cela, ils sont toujours à 240, ce qui fait $83. Donc ils ont raison, c'est ceux-là qui demandent 500 parce qu'avec $100, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est que $100. Mais avec $100, vous êtes conscient qu'on ne peut rien faire avec $100. On n'en peut rien. Même avec 150. On n'en peut rien parce que je disais, ça ce n'est même pas l'argent des membres du gouvernement. Lorsqu'il sort le soir, il va dans un snack ou soit dans une boîte de nuit, il ne va pas dépenser $100. Lorsqu'il reçoit les gens, ils vont leur donner parfois 300, 400, 500 dollars. Mais pourquoi vous, en tant qu'enseignant, vous cautionnez cela et vous semblez charger vos amis qui demandent 500? Je ne les charge pas. Je dis que le combat ou la réclamation est noble, mais nous allons progressivement. C'est le réalisme, en fait. C'est question d'être réaliste. Connaissons bien les normes de nos finances publiques telles que ça fonctionne. C'est question d'être réaliste. Parce qu'en fait, étant donné que les effectifs sont douteux, bon, on va calculer les 500 sur base de quels effectifs? Et parce que les budgets, maintenant, on est en train d'analyser les budgets, il faut accorder les crédits. Et les crédits, c'est en fonction des effectifs. Maintenant, avec ces effectifs douteux, est-ce que si on calcule les 500 par rapport à 800 000 enseignants, vous voyez que
ça absorbe presque l'enveloppe de beaucoup de ministères. Rien que cette ligne rémunération. Donc, c'est comme ça, par le réalisme qui me dit que non, nous devons aller progressivement. C'est-à-dire, nous ne voulons pas le statu quo. L'idéal pour nous, même au niveau de l'intersyndical, que l'enseignant le moins payé puisse avoir ne serait-ce que 200 à 250 dollars et on avance. Et voilà le combat que nous faisons au niveau de l'intersyndical. Qu'on ait ne serait-ce que minimum 200, 250 dollars. Donc vous êtes un peu d'accord avec la Première ministre quand elle dit que les enseignants doivent faire preuve de patriotisme? Non, je ne peux pas être d'accord avec elle. Parce que ce langage-là, c'est un langage important et qui a encore accentué des mouvements de grève. Parce que le patriotisme, ce n'est pas l'affaire d'une seule catégorie de gens. Il ne faut pas se mettre politicien pour mieux vivre et demander aux autres d'être patriotes. Le patriotisme doit commencer par soi-même. Aujourd'hui, ce n'est pas l'outrage au chef du gouvernement. Ce que l'enseignant touche aujourd'hui, son conseiller, il le paye ainsi, qu'il prenne seulement un de ses conseillers, qu'il l'envoie dans une école pour aller donner cours, et qu'il touche ces salaires-là pour voir demain celui qui considère fidèle à elle parce que proche d'elle, ayant choisi parmi ses conseillers, s'il va résister et rester donné cours. En même temps, l'enseignement, c'est une vocation. Donc, hein. En fait, on ne fait pas l'enseignement pour s'enrichir, hein, diront certains. Ce n'est pas une vocation, bien sûr, ce n'est pas pour s'enrichir. C'est une vocation. On sait qu'au monde, aucun fonctionnaire ne peut s'enrichir. Les fonctionnaires, ce sont des serviteurs, c'est aussi la vocation. Je ne vois pas un fonctionnaire au monde qui s'est enrichi. Au monde, dans les pays sérieux, les gens qui s'enrichissent, ce sont les hommes d'affaires. Mais les politiciens, les fonctionnaires ne peuvent pas s'enrichir. Mais ne serait-ce que le minimum vital soit garanti. Qu'ils soient capables de nouer les deux bouts du mois et qu'ils soient capables de prendre ses charges sociales, charges familiales. Et à ce moment-là, on peut aller. Mais dire qu'on n'est pas patriote parce qu'on réclame son salaire, c'est encore une fois de plus insulter l'enseignant et ce n'est pas normal. Même au niveau de l'intersyndical, on a dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. On est des partenaires, mais il faudrait qu'on ait un langage qui considère la misère des autres. Ceux qui vous écoutent risquent de dire, mais l'inspecteur ou le vice-président parle d'une chose et de son contraire, parce que là, vous décriez le salaire modique qu'on paie à un enseignant et de l'autre côté, vous estimez que ce n'est pas raisonnable qu'on puisse payer mieux l'enseignant. Non, vous voulez pas. Je n'ai pas dit que ce n'est pas raisonnable qu'on paye mieux l'enseignant. J'ai dit ceci, le réalisme actuel, avec les effectifs que nous avons, je ne pense pas qu'on puisse arriver à 500 $. C'est ce que je dis. On peut arriver à combien? Je dis, le combat de l'intersyndical, c'est qu'on arrive ne serait-ce qu'à 200, 250 comme base et on remonte. Dans quel laps de temps? Oui, mais le gouvernement est en train de discuter, a déposé le budget. Ce n'est pas encore tard parce que les crédits, on les accorde. C'est question de faire des coupes comme le gouvernement va étudier, le Parlement va analyser le budget. C'est question de faire des coupes. Des coupes, où est-ce qu'on fait de coupes? Nous pensons que celui qu'on a mis comme président de l'ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta, il vient de l'éducation, donc il maîtrise bien les secteurs. C'est lui d'ailleurs qui s'occupe encore jusqu'aujourd'hui de la santé des enseignants parce que c'est lui le PCA de la mutuelle des enseignants. Donc, il doit faire des coupes. Les coupes doivent provenir. Mais il a aussi besoin de vos propositions. Ça vient d'où, les coupes? Est-ce que vous avez repéré les secteurs? Vous prenez toutes les institutions politiques. Vous savez, madame, combien on leur donne pour le fonctionnement, pour un mois seulement? Combien? Lorsqu'on donne à une institution plus de 100 millions, ou ça descend 300 millions de francs congolais par mois, quels sont les papiers, tout ça, il va gérer avec. Vous prenez tous ces bureaux-là, fonctionnement,
300 millions de francs congolais par mois. Pourquoi pas couper? Vous prenez les émoluments, ils ont des histoires secrètes, des histoires de réception, tout ça, parce que nous disons, lorsque je vais chez un ministre et qu'il vous donne un transport de 100, 300, 500 $, il puise ça d'où? Et c'est chaque jour qu'il reçoit les gens. Ah, il risque de ne plus vous donner 300 $. Hein? Effectivement, je ne dis pas moi. Non, pas vous, en tout cas. Mais nous sommes, vous savez, nous sommes de ceux qui, une fois à l'époque de Tony Mwamba, j'ai reconduit la délégation des inspecteurs. Il nous a donné les transports, j'ai refusé. J'ai dit non, non. C'était combien? C'était quelque chose de 20 à 50 $ par personne. Mais pour l'enseignant et un inspecteur, tout ça qui n'a pas de prime, tout ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais j'ai refusé, j'ai dit non, on ne prend pas. Et nous sommes sortis et il nous a trouvé drôle. Donc, nous sommes là pour essayer quand même, parfois, la dynamique de la société civile, l'introduire dans l'administration pour changer certaines choses. Mais je pense que il y a lieu de faire des coupes d'usage dans les bureaux, ou soit des institutions politiques, les émoluments des députés, des ministres, de tout ce monde. Déjà, c'est compliqué, on ne sait pas, on n'a aucune idée de combien ils touchent. Hein. Voire même des institutions, parfois, que nous disons inutiles. Mais laquelle, par exemple? Bon, vous savez, je prends seulement chez nous à l'éducation nationale. Il y a des dédoublements des institutions. Alors, pourquoi pas supprimer certaines directions et cet argent-là, ajouter aussi dans la ligne rémunération. Je donne un exemple. Vous avez une direction de communication, information et communication, donc en même temps, vous avez une direction de télévision. Deux directions. Vous avez Éduc TV. Éduc TV, et vous avez aussi notre direction de l'information et communication. Ça sert à quoi? Pourquoi pas on fait une seule direction et cet argent-là de fonctionnement de l'autre, ajouter encore dans l'enveloppe des enseignants. Mais vous savez que si on en faisait une seule direction, cela demandera à ce qu'on puisse renvoyer certaines personnes, diminuer, faire des coupes. Effectivement, je pense que lorsqu'on va faire les contrôles, on va assainir parce que vous savez, il y a des gens qu'on a recrutés même chez nous, le sous-secteur de l'éducation. Grade de recrutement, on le prend directement comme directeur. Ça ne se fait nulle part. Alors, ces gens-là, si on doit les mettre de côté, où est le mal? On doit quand même arriver à moderniser notre administration. Donc, d'autres raisons, parce qu'on parlait des raisons. Oui, rapidement, on va parler de la qualité de l'enseignement. En dehors de l'IFOB, en dehors de la réclamation de 500 $. L'autre raison, c'est, surtout au niveau primaire où ça barde maintenant, c'est le traitement par rapport à la prime de la gratuité. Il y a des écoles dites de prestige qu'on donne aux enseignants 250 000 francs en plus de leur salaire, 250 000 francs comme prime de la gratuité, mais par contre, dans d'autres écoles, c'est moins, c'est quelque chose de 80 000. Alors, cette inégalité-là pousse aux enseignants, je dis non, nous sommes tous enseignants du primaire, nous exploitons tous les mêmes programmes. Alors, pourquoi cette différence? Il faut qu'on uniformise. Non, mais parce qu'ailleurs, dans ces écoles de prestige, des enseignants touchaient mieux avant la gratuité. Ils touchaient mieux, c'était les fêtes des parents. Les fêtes des parents. Mais maintenant que l'État, qui est le père de tout le monde, a pris la responsabilité, il doit considérer tous les enfants au même niveau d'égalité, au même pied d'égalité. Alors, une autre raison, rapidement, c'est par rapport aux inspecteurs. À un certain moment, les inspecteurs étaient en grève, parce que l'inspecteur, c'était le moins payé du sous-secteur. Lorsqu'on donne à cet enseignant de l'intérieur 240 000 francs, à l'époque, maintenant 290 000 francs, l'inspecteur aussi a 240, maintenant 290 000 francs, mais l'enseignant a la prime de la gratuité pour ceux du primaire, mais l'inspecteur du primaire n'en a pas. L'enseignant va ajouter, en plus de 290 000 francs, il va ajouter soit 80 000 francs de la prime de la gratuité pour en faire dans les 370 000 francs. Mais l'inspecteur reste toujours avec ces 290 000 francs. L'enseignant de l'intérieur, c'est ce qu'on va appeler la prime de la brousse, je pense que c'est quelque chose de 20 000. 20 000 francs, oui. 20 000 francs. Mais l'inspecteur n'a pas cette prime de la brousse, bien qu'il soit aussi en brousse. Mais on se rend compte alors que l'inspecteur
lui, c'était un travailleur nomade. Il doit faire des kilomètres et des kilomètres à pied. Il connaît des naufrages. Et il doit prendre des pirogues, ainsi de suite, pour contrôler. Il n'a même pas le temps de faire des champs. Et même ceux qui sont en ville ici, ils sont toujours nomades parce qu'il arrive dans telle école, il doit prendre les transports, aller dans l'autre école, ainsi de suite, et produire des rapports. Et le minimum, c'est 150 rapports. Et dans un rapport, minimum d'exemplaires, c'est 6 exemplaires. Et ça, il doit le faire avec son argent. Toujours avec ses maîtres. Donc ça, c'est l'autre raison, mais on se rend compte également... C'est comme ça que même les inspecteurs ont dit, mais comment nous sommes des chefs, on doit nous traiter moins que les gens qui nous sommes en train de contrôler. Mais en tout cas... On essaie quand même de calmer tout ça, parce que quand on est dans des négociations, on a commencé pour le cas des inspecteurs, on a commencé à résoudre tant soit peu le problème dans la ville de Kinshasa et Congo central 3, c'est-à-dire à Yinkisi. Mais pour le reste du pays, ça pose encore problème, mais on continue à chercher des solutions. On va tout à l'heure parler rapidement de l'impact de cette grève, mais je tiens quand même à dire, quand on arrive à associer les différentes primes de la gratuité, brousse, on peut se rendre compte que l'enseignant arrive facilement à 500 000 francs pour certains, voire plus, pour celui qui touche 450 000 et qu'il a une prime gratuité. Si c'est une école de prestige, il a 250 000. C'est un peu ça. Non, je voudrais que l'auditeur puisse bien comprendre. Oui, expliquez quand même. Parce qu'aucun enseignant, disons, il y a les zones salariales. Ceux de Kinshasa, Goma et Lumbashi, par rapport à ce que le gouvernement ne veut pas dire, ne veut pas qu'on attende qu'on parle des zones salariales, pour le gouvernement, on paye tout le monde de la même manière, mais dans les 3 villes, c'est ce qu'on appelle la vie chère. On ajoute 100 000 supplémentaires pour la vie chère. Alors c'est ce qui donne cette impression de différence que Kinshasa, Lumbashi et Goma ont un montant, actuellement 450 000. Et ça c'est 450 000 hors prime de prestige. À Kinshasa, il n'y a pas... Oui, les enseignants du primaire ont la prime de prestige. La prime de prestige, ce n'est pas beaucoup d'écoles, madame. C'est quelque chose de... ou tout au plus 25 écoles. Mais oui, là, ce n'est pas un problème, mais je dis, c'est-à-dire le 450 000, c'est hors la prime de prestige. Donc, si la prime de prestige, elle est estimée à 250 000 dans les écoles de prestige. Donc, voilà, mais quand on fait 450 000, 250 000, on est dans les 600 on est dans les 700 000. Non, c'est 450 700 000 francs. Bon, pour ceux de Kinshasa, les enseignants du primaire de Kinshasa, de Goma et de Lumbashi. Et les enseignants du secondaire n'ont pas de prime de prestige. Les enseignants du secondaire sont pris en charge par les parents qui contribuent. Et là, ça dépend d'une école à une autre. Oui. Mais le plus grand problème de cette grève, c'est au niveau primaire. Mais au niveau primaire, les enseignants de prestige, ce n'est que dans les 3 villes et quelques écoles. Mais par contre, sur toute l'étendue du pays, ils ont 290 000, plus 80 000, plus 80 000, on est dans les 300 plus le 20 000 de la prime de brousse. Donc, ils peuvent arriver presque dans les 400 000. Et ça, c'est les enseignants du primaire. Oui. Du primaire, pas du secondaire. Et dans tout ça aussi, ce n'est pas l'inspecteur. On a parlé argent. L'inspecteur se retrouve qu'avec les 290 000. On a parlé argent, on a parlé rémunération, mais l'impact, on a tendance à oublier le méfait de cette grève dans les chefs des enfants, de nos enfants. On risque gros cette année. On va vers une année blanche ou pas? Bon, l'impact, ce n'est pas seulement l'année blanche. L'année blanche, c'est par rapport aux normes de l'UNESCO. Je pense qu'il y a ce risque-là. Mais aussi par le fait que la grève ne s'est pas généralisée dans toutes les écoles. Oui. Ça n'a pas été une grève sèche. Les écoles secondaires fonctionnent, mais les écoles primaires, là, ça pose problème. Et ce n'est pas dans toutes les écoles primaires. Je pense que le plus grand impact que nous pouvons déplorer, c'est par rapport au programme. Parce qu'on est tenu à respecter les programmes. Oui. Et là, ça va pousser le gouvernement à modifier les calendriers. Je pense qu'on a connu des cas comme ça où on modifie les calendriers. Certaines vacances, on essaie de les compacter
pour récupérer le nombre de jours perdus. Mais on ne récupérera pas tout ce qu'on peut. C'est qui est vrai qu'on ne pourra pas tout récupérer, mais je pense bien que le gouvernement a le pain sur la planche, doit tout faire pour répondre quand même, tant soit peu, aux exigences des enseignants pour que cette situation soit dénouée. Et j'estime qu'avec la commission interministérielle mise en place, dont la première réunion doit être convoquée incessamment, beaucoup de choses vont être résolues. Est-ce qu'avec un peu de recul, aujourd'hui, on peut dire que la qualité de l'enseignement a été sacrifiée à l'autel de la gratuité? Bon, je ne pense pas que la qualité soit sacrifiée à l'autel de la gratuité. Parce qu'au nom de la gratuité, on est en train de voir... parce qu'en fait, la gratuité, c'est une mesure constitutionnelle. Donc, on ne peut pas dire que ça soit sacrifié. Mais ce qui sacrifie la qualité, c'est la volonté politique des dirigeants qui n'ont pas pris en compte, parmi les effets induits de la gratuité, il y a aussi la prise en compte et la valorisation de la fonction enseignante. Donc on peut dire avec un peu de recul que c'était une décision populiste. Bon, pas tellement populiste parce que c'est constitutionnel, mais il faut avouer que cette décision n'a pas commencé par le gouvernement ici. Cette décision de la gratuité a commencé par le président honoraire Joseph Kabila, qui avait commencé, mais ce n'était pas généralisé. C'était première, deuxième, troisième. Avec des phases. Mais le président actuel a dit non, tentons l'expérience pour que ça soit sur toute l'étendue du pays. Mais quelque part, il y a ces effets de la gratuité, non seulement des écoles, des infrastructures, tout ça. Il y a aussi le traitement qui doit accompagner. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui accompagnent. Mais la gratuité ne peut pas sacrifier les enfants. Au contraire, la gratuité permet aux enfants d'avoir accès à l'école. Une chose est d'avoir accès à l'école, une autre est d'avoir l'enseignement de qualité. Et l'enseignement de qualité est tributaire de deux choses. Et de ne pas avoir des professeurs en grève. Est tributaire de deux choses. C'est-à-dire traiter bien l'enseignant et surtout traiter bien les garants de la qualité qu'est l'inspecteur. Tant que l'inspecteur est dans des conditions déplorables, des conditions de mendicité, où il est moins traité que celui qui contrôle, la qualité va toujours poser problème. Très rapidement, avant de terminer cette émission, parce qu'on va bientôt chuter, on va rapidement parler de la liberté de la presse et d'expression. Mais avant, vous avez tout à l'heure abordé la problématique de ce qu'avait commencé l'ancien président et ce qu'a fait le nouveau. À votre avis, en tant qu'expert, avec un peu de recul toujours, c'était quoi la bonne stratégie? Continuer par phase, ou c'était de faire une gratuité globale et globalisante comme ça? Bon, de toutes les façons, la décision était politique. Si la décision était technique, en tant que technicien, on allait partir par niveau. Parce que comme il allait le faire le précédent. Le prédécesseur n'était même pas parti par niveau, lui était par ville et dans quelques écoles. Mais ici, lorsque je parle par niveau, c'est-à-dire on pouvait donner première, deuxième d'abord, au troisième primaire, et après on maîtrise cette situation. Après, on vient encore jusqu'au niveau huitième. Et progressivement, bon, pour l'instant, la gratuité n'est pas encore au niveau de 7e et 8e. Ça se limite au niveau de 6e. Oui, mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est devenu irréversible. Plus de marche arrière. On ne peut plus reculer. Il faut plutôt mettre des garde-fous pour contenir ça. Et que j'estime que le meilleur garde-fou, c'est mieux traiter l'enseignant, mieux le payer. Et surtout aussi mieux payer l'inspecteur qui doit contrôler, former cet enseignant. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter aussi et se dire, parce qu'on a vu également ici en République démocratique du Congo, plusieurs opérations commencer et rétropédaler ou s'arrêter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être s'arrêter, évaluer, voir si... Pour cette décision purement constitutionnelle, c'est difficile de s'arrêter. Mais ce qu'on peut faire parfois ici, profitant de votre micro, c'est demander les états généraux de l'éducation nationale pour analyser toutes ces questions. Et souvent, nous avons toujours demandé aussi les états généraux de l'inspection générale. C'est pour aussi analyser toutes ces questions-là et voir sur quelle ligne nous devons aller. Mais reculer encore ou revenir un pas en arrière, c'est une décision. Madame, messieurs, ça y est, on a parlé quand même de cette situation, cette tension autour
de nos enfants, de la rentrée scolaire, des écoles primaires, du secteur public. On va très bientôt terminer. Mais on voulait aborder avec vous, Monsieur Henri Lopencha, parce que vous êtes également secrétaire exécutif du collectif 24, très brièvement, parce que ça c'est une thématique qui fera peut-être l'objet d'une autre émission. Exact. Très prochainement, brossez-nous rapidement l'état des lieux de la liberté de la presse, de l'expression et de l'accès à l'information ici en République démocratique. Bon, je pense du que rapidement, l'état des lieux de la liberté de la presse et d'expression, selon moi, est vraiment inquiétant, d'autant plus que je constate qu'on est en train de dégringoler. Parce que lorsqu'on constate que les gens sont arrêtés parce qu'ils se sont exprimés, les journalistes sont interdits de ceci ou cela, ça s'inquiète quand même. La liberté d'expression aussi, avec la liberté de manifestation, et les manifestations qui sont acceptées que des manifestations de nature à appuyer les pouvoirs en place, mais s'il s'agit des choses que les gens doivent dire que non, prenons par exemple, aujourd'hui, si les gens doivent se soulever et marcher parce qu'ils sont contre la révision de la Constitution, je pense qu'il y aura encore la répression. Et tout ça, toutes ces libertés fondamentales ne sont pas vraiment garanties. On assiste à un recul démocratique? En tout cas, j'estime qu'en matière de libertés fondamentales, nous assistons à un retour, alors qu'on devrait avancer. Et en plus de cela, par rapport à l'accès à l'information, on assiste toujours à un retour parce que si je vois le régime passé du président Joseph Kabila, ne serait-ce que la loi d'accès à l'information ils avaient osé de faire voter la loi d'accès à l'information dans une chambre, donc la chambre haute, au niveau du Sénat, quand bien même que les présenteurs politiques électoraux de 2016-2018, c'était plus la problématique autour du glissement, ainsi de suite. Ça n'a pas permis que l'Assemblée nationale puisse voter. Sinon, à l'époque de Joseph Kabila, cette loi-là serait votée et promulguée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est où est-ce qu'on Mais est? Aujourd'hui, rien ne marche. Nous avons terminé la première législature de ce régime. La loi n'a même pas été discutée. Ça a été inscrite dans le calendrier, mais pas inscrit à l'ordre du jour pour que ça soit programmé et discuté. Donc, et chaque session parlementaire, on ne faisait qu'inscrire cette loi-là. Je ne sais pas si c'était pour la consommation internationale ou pour l'extérieur, qu'on voit que oui, la RDC a cette volonté-là, mais ça n'a jamais été programmé pour être discuté, et 5 ans durant. Cette fois-ci, on a encore repris, mais jusque-là, ce n'est pas encore inscrit, bien qu'on n'a pas encore un calendrier fixe, mais ce n'est pas encore vraiment, on ne sent pas cette volonté que cette loi-là soit inscrite et votée. Nous constatons du reste qu'il y a un peu de peur politique par rapport à cette loi-là, en pensant qu'avec tous ces cas de détournement, avec tout ce qui se passe, vous voyez, les routes ne sont pas là, il y a beaucoup de choses, les citoyens éveillés, leur donner cette loi-là, les politiques pensent que ça sera encore un boom, une bombe. Mais beaucoup peuvent dire aujourd'hui, on est toujours au point mort par rapport à cette loi relative à l'accès à l'information. Certains sont de se dire, ah mais ouais, les démocrates que l'on croyait ne sont pas de bon côté de l'histoire. Bon, effectivement, parce que j'estime qu'on peut être démocrate et non, mais parfois on ne veut pas avancer, on hésite encore. Parce qu'aujourd'hui, madame, on ne peut pas lutter contre la corruption, on ne peut pas promouvoir les droits humains, on ne peut pas améliorer la gouvernance du pays sans l'accès à l'information. On ne peut pas améliorer notre démocratie sans doter le souverain primaire de son arme. Et l'arme, c'est l'accès à l'information. Parce que s'il a l'accès à l'information, il va agir avec beaucoup de responsabilités et avec le sérieux possible, parce qu'il ne va pas tantonner. Aujourd'hui, on nous parle d'infotox, les rumeurs, ainsi de suite, parce que les citoyens n'ont pas accès à la vraie information. Et cette loi-là, je pense que c'est une solution que le gouvernement peut se montrer que voilà, nous sommes pour l'ouverture, nous sommes pour la transparence, nous sommes pour l'amélioration de la gouvernance, nous sommes pour des démocrates. Le pouvoir revient au peuple. Et une manière de donner le pouvoir au peuple, c'est lui donner la possibilité
de savoir ce que nous sommes en train de faire pour eux. Et dans un état de droit, il faut une loi, et cette loi-là s'appelle loi d'accès à l'information, et que cette loi-là, bien que le gouvernement l'a inscrit dans son programme, Ilou Kamba avait inscrit, Sama Lukonde avait inscrit, Judith vient de l'inscrire, mais on inscrit dans le programme du gouvernement, on inscrit dans le calendrier parlementaire, mais ils ont honte d'affronter, pas honte, mais la peur d'affronter, et c'est ce manque d'engagement politique que nous déplorons et que nous pensons que quelque part la démocratie risque d'être que de nous. On va reparler de ces sujets dans une prochaine émission. Je vous promets qu'on reviendra encore ici, mais cette fois-ci pour parler liberté de la presse, liberté d'expression, mais également le droit sur l'accès, relatif à l'accès à l'information ici en République démocratique du Congo. Mais déjà, je tiens à vous remercier de nous avoir reçus dans vos bureaux. Merci madame et merci à tous nos téléspectateurs. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre, à le faire. Continuez ainsi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais également de nous suivre sur BioOne Télévision chaque jeudi à partir de 21h15, déjà sur Canal+, 20h35 sur TNT. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes et on se dit à très très bientôt.